Bonsoir à tous. Nous sommes ravis, comblés de vous accueillir ce soir pour ce procès fictif de Patrick Henry à l'occasion de la Nuit du droit et du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Bien qu'il s'agisse du 4e procès fictif de l'association S'éveiller, il s'agit du premier procès dont les intérêts de la vie humaine est en jeu. Longtemps bafouée, très longtemps bafouée par la peine de mort, la vie humaine bénéficie de la protection absolue depuis 1981. Ces derniers jours, nous avons tremblé. Tremblé de froid, le temps n'étant pas très clément en ce moment, tremblé d'impatience de vous voir tous réunis ce soir. Mais vous ne pouvez pas imaginer, nous n'avons pas tremblé comme Hélène Gégado, Christian Ranucci, Hamida Djandoubi ou bien d'autres qui ont eu recours à la peine de mort. Replongeons-nous dans cette affaire qui a secoué la France d'une terrible colère et d'un profond émoi. Ces actes atroces, le ministère public voulait les punir de la pire des sentences, la peine de mort. Ce soir, 2 personnes rejoueront le rôle de ce ministère public de l'époque. Marie-Océane Zirnet, étudiante en droit, et l'avocat qui a lui-même défendu Patrick Henry en 2017, inscrit au barreau de Rennes, maître Hugo Lévy. Mais sachez qu'ils ne partagent aucunement la position de ce ministère public de 77, mais qu'ils ne font que rejouer cette position, car la vocation même de ce procès fictif est de dénoncer, de condamner la peine de mort. Si la défense était à l'époque dans une position inextricable, elle a tenu tête. Elle a condamné la peine de mort avec ferveur. Et elle a vaincu. Elle a réussi. Et aujourd'hui encore, vivez ce combat pour la vie, plaidé par Anaïs Vial, étudiante en droit, et maître Kevin Descanguezou, avocat au barreau de Rennes. Avant de laisser la parole à la présidente de la Cour, dont le rôle sera joué par André Georgeot, magistrate honoraire, quelques précisions techniques. Afin de garantir le bon déroulement du procès fictif, nous avons apporté quelques aménagements à la procédure pénale réelle. Alors, chers juristes présents dans la salle ou au travers de la rediffusion, retenez s'il vous plaît vos cris d'effroi. Et nous comptons sur vous et la discrétion de vos téléphones pour ne pas perturber le jeu de nos acteurs. Cher public, si les faits qui ont été jugés sont tragiques, ils sont néanmoins l'occasion aujourd'hui de commémorer ce mois symbolique et vous offrir, entre les murs de ce lieu authentique et les souvenirs de ce procès historique, une expérience que nous espérons unique. L'audience de la cour d'assises est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Garde, veuillez faire entrer l'accusé. Bonjour monsieur, veuillez décliner à la cour vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence, s'il vous plaît. Je m'appelle Patrick Henry. Je suis né le 31 mars 1953. J'habite à Troyes. Je suis né à Troyes. Et je travaille dans la vente à Troyes. Je vous remercie. Alors, je vous informe, monsieur Henry, qu'au cours des débats, vous avez le droit de garder le silence ou de faire des déclarations. Que choisissez-vous ? Je vais faire des déclarations. Bien. Vous pouvez vous asseoir.
Alors, cette audience va suivre une procédure un tout petit peu spéciale, notamment en son début, puisque le tirage au sort des jurés a déjà été effectué. Les jurés se trouvent ici, à la droite de la cour. Mesdames, Messieurs les jurés, veuillez vous lever. La cour va maintenant recevoir votre serment. Je vais vous donner lecture du serment. Et à l'appel de votre numéro, en commençant par ici, vous lèverez la main droite et direz « Je le jure ». Alors voici le texte du serment. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre Patrick Henry. Vous jurez de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime. De ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration. N'écoutez ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Je vous rappelle que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Je vous invite à être attentif à l'exposé des faits qui pourra être complété par les divers témoignages, à prendre des notes et à poser des questions lorsque vous en serez autorisé. Alors, je vais vous inviter désormais à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Juré numéro 1. Je le jure. Juré numéro 2. Je le jure. Juré numéro 3. Juré numéro 4. Je le jure. Juré numéro 5. Je le jure. Juré numéro 6. Je le jure. Juré numéro 7. Je le jure. Juré numéro 8. Je le jure. Juré numéro 9. Je le jure. La Cour vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Madame la greffière, veuillez procéder à la lecture de l'acte d'accusation. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, la chambre d'accusation de Reims accuse Patrick Henry d'enlèvement sur mineur suivi de meurtre. Les renseignements personnels de l'accusé visés dans le présent acte d'accusation sont tels qu'exposés ci-après. Patrick Henry est né le 31 mars 1953 à Troyes, en France. À 14 ans, il arrête sa scolarité et passe un CAP de cuisinier. Par la suite, il enchaîne divers emplois au cours desquels il est mis en cause et condamné dans plusieurs affaires. D'abord, le 17 janvier 1973, travaillant au guichet d'une banque, Patrick Henry est condamné au préjudice de plusieurs victimes pour vol et falsification de chèques, pour vol de sommes d'argent et pour escroquerie. Par la suite, alors représentant de commerce, il est inculpé pour 3 cambriolages suivis d'incendies, mais bénéficie d'un non-lieu pour insuffisance de preuves. Enfin, il est reconnu coupable de l'homicide involontaire d'un cyclomotoriste pour lequel il écope d'1 an et demi d'interdiction de conduire. Les faits décrits ci-après ont été établis par l'enquête d'instruction. Le 30 janvier 1976, Patrick Henry enlevé au moyen d'une voiture qu'il avait louée et après 2 tentatives préalables qui avaient échoué, Philippe Bertrand, alors âgé de 7 ans, dans le but d'obtenir une rançon. Il connaissait la famille et savait que le grand-père jouissait d'une situation financière confortable. Dans la journée, à la suite de la mise en place d'un dispositif d'écoute téléphonique, Patrick Henry parvient à être localisé, mais échappe de justesse aux autorités. 10 jours plus tard, le ravisseur fixait un lieu de remise de la rançon. Le père de Philippe Bertrand déposait alors la somme, soit 1 million de francs, après avoir suivi un parcours balisé par Patrick Henry de messages accompagnés des faits vestimentaires de l'enfant. Le ravisseur ne se manifestant pas au rendez-vous, l'argent était repris par le père. Patrick Henry, qui avait été aperçu près de l'endroit où avait été déposée la rançon, était interrogé les 11 et 12 février 1976, puis relâché, aucune charge n'étant alors retenue contre lui. Le 17 février 1976, retrouvé par la police, il était arrêté alors qu'il s'enfuyait d'un studio loué quelques semaines auparavant sous un faux nom. Dans ce studio était découvert, enveloppé dans un sac de couchage, le corps de Philippe Bertrand. L'autopsie révélait que la mort résultait d'une strangulation et remontait à une quinzaine de jours auparavant. En outre, les analyses pratiquées mettaient en évidence la présence d'alcool et de barbiturique dans le sang de l'enfant. Patrick Henry reconnaît les faits. Il expliquait l'enlèvement de Philippe Bertrand
et la demande de rançon par ses difficultés financières et déclaré, lors de l'enquête et de l'information, qu'il avait étranglé l'enfant avec un foulard dans un moment d'affolement, provoqué par la publicité donnée à l'enlèvement et par les signes d'impatience et d'incompréhension manifestés par le jeune garçon. En conséquence, l'enquête retient à l'encontre de l'accusé le chef d'accusation d'enlèvement sur mineur suivi de meurtre. Je vous remercie, Madame la greffière. Monsieur Henry, levez-vous, s'il vous plaît. Il vous est reproché devant cette cour l'enlèvement suivi de meurtre de Philippe Bertrand. Reconnaissez-vous les faits? Oui. Monsieur Henry, pouvez-vous nous décrire votre vie avant les faits qui vous sont reprochés? Vous savez, Madame la Présidente, Monsieur les jurés, Mesdames, Messieurs les jurés, excusez-moi, je n'ai pas vraiment une vie trépidante. Quand j'étais jeune, je redoublais les classes, je n'étais pas très bon à l'école, et ensuite j'ai grandi. En grandissant, j'ai dû gagner ma vie, comme tout le monde ici, j'imagine. Je suis parti à la Bourboule, dans un hôtel-restaurant, en tant qu'aide cuisinier. Ensuite, je suis revenu à Troyes, toujours en tant qu'aide cuisinier. Et puis, j'ai quitté cet emploi pour travailler dans une cantine, la cantine du Crédit Agricole. Enfin, j'ai voulu quitter la restauration et je me suis mis à la vente. Et la vente a fait que m'endetter. Votre casier judiciaire mentionne déjà plusieurs condamnations. Pouvez-vous expliquer, Monsieur Henry, à la Cour, vos précédents délits et ce qui vous a conduit à les commettre? Ce qui a conduit à les commettre, je vais vous répondre assez liminairement, c'est l'argent. Et donc, ce sont des petits vols, 2000 francs à l'hôtel de la Bourboule, 800 francs que j'ai empruntés à un collègue cuisinier dans le restaurant de Troyes, dont je n'ai certes pas rendu, mais je n'avais pas l'intention de ne pas lui rendre. Et ensuite, oui, il y a cette fois où en empruntant la voiture d'un collègue, j'ai renversé un motard sur la route, mais c'était un accident. Revenons aux faits. Monsieur Henry, pour quelles raisons avez-vous décidé d'enlever l'enfant Philippe Bertrand? Quelles étaient vos motivations? Vous savez, il y a eu ces affaires dont j'ai été fasciné d'enlèvement d'enfants contre une rançon. Je savais que le grand-père de Philippe Bertrand, était relativement aisé. Et donc, j'ai voulu enlever l'enfant pour réclamer une rançon. Ma motivation était donc uniquement l'argent. Je n'ai pas pensé une seule seconde que la famille puisse appeler la police. Ce qu'il prouve, c'est que j'ai donné ma propre adresse à la personne à qui j'ai loué le studio à Troyes. Vous avez expliqué aux enquêteurs, c'est le dossier qu'ils révèlent, lors de vos auditions, puis devant le juge d'instruction, que vous n'aviez pas l'intention arrêtée de tuer l'enfant. Maintenez-vous cette position? Bien entendu. S'agissant de la manière dont vous avez procédé, vous avez également expliqué, je cite votre procès-verbal d'audition en garde à vue, « Il était assis, vous parlez de l'enfant, sur le lit, il regardait la télé, j'étais derrière lui, j'ai pris le foulard, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. » Confirmez-vous ce geste devant la Cour? Est-ce ainsi que les choses se sont passées? Oui. Je confirme. Je vous remercie. Madame et Monsieur du ministère public, Messieurs les avocats de la défense, avez-vous des questions à poser sur les faits? Pas de questions, Madame la Présidente. Très bien. Dans ce cas, nous allons poursuivre avec les auditions des experts et des témoins. J'appelle à la barre Monsieur Vuillet, médecin légiste qui a procédé à l'examen du corps de la victime. Bonjour docteur. Vous devez prêter serment de dire et de déposer sans haine et sans crainte et de dire la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je jure. Monsieur Vuillet, avez-vous des observations complémentaires à ajouter aux conclusions très détaillées de votre rapport dont la Cour et les parties ont pris connaissance?
Non, Madame la Présidente. J'attends les questions. Bien. Monsieur ou Madame l'avocat général, avez-vous des questions pour Monsieur Vuillet? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Villet, au terme de l'autopsie, vous révélez que l'enfant est mort étranglé. Certes. Monsieur Patrick Henry affirme avoir utilisé pour cela un foulard en soie. Toutefois, votre rapport met en exergue la finesse des traces de strangulation. Dès lors, pensez-vous réellement que le foulard en soie était l'arme du crime? N'est-il pas plus plausible que c'était une cordelette? Alors oui, l'hypothèse d'une cordelette serait plus plausible. En effet, lors de l'examen du corps, on a trouvé des traces de strangulation sur le cou qui indiquent donc que l'enfant a été étranglé par l'arrière. Et ces traces de strangulation étant très fines, on en conclut donc qu'il peut s'agir que d'un lien mince et souple. Or, une cordelette correspond parfaitement à cette description. Par ailleurs, comment interprétez-vous les traces d'acide barbiturique ainsi que le taux d'alcoolémie élevé retrouvé dans le sang de l'enfant? Que ces analyses nous révèlent-elles de ces derniers instants de vie? Je ne suis pas un enquêteur, donc je n'interpréterai pas ces faits, mais je peux simplement dire que oui, un taux élevé d'acide barbiturique a été retrouvé dans le corps de l'enfant, mais également des traces d'alcool. Donc l'acide barbiturique en quantité très élevée est un tranquillisant, donc vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez. Mais également, nous avons retrouvé 0,34 g d'alcool dans le sang de l'enfant, ce qui correspond à 2/3 d'un verre de vin. C'est tout de même assez équivoque dans le corps d'un enfant de 8 ans. Je vous laisse donc tirer les conclusions de ces faits. Merci, Madame la Présidente. Il n'y a plus de questions. Vous n'avez pas d'autres questions? Les avocats de la défense ont-ils des questions? Le rapport fait état du fait que l'enfant avait été étranglé par l'arrière, comme vous venez de le mentionner, à l'aide d'un lien mince et souple. Mais pouvez-vous affirmer avec certitude qu'un foulard de soie, même de petite taille et replié, ne peut pas être à l'origine de ces marques de strangulation? Est-il impossible que cela ait été l'arme du crime ou est-ce simplement une supposition? Avec certitude, non, je ne peux pas affirmer cela, mais je peux simplement dire qu'il me paraît quand même très improbable qu'un foulard de soie, même très bien plié, puisse être l'arme du crime. Pas d'autres questions? Bien, Monsieur Vuillet, puisqu'il n'y a pas de questions, la Cour vous remercie. Vous pouvez disposer. Merci. J'appelle maintenant Monsieur Pellegrini, commissaire de police en charge de l'enquête. Bonjour monsieur. Monsieur Pellegrini, la Cour va recevoir votre serment. Jurez-vous de déposer sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Monsieur Pellegrini, avez-vous une déclaration à faire avant que je donne la parole au ministère public et à la défense pour leurs questions? Non. Messieurs, dames, les avocats généraux, avez-vous des questions? Oui, Madame la Présidente. Quelle était l'attitude de l'accusé lors de la première garde à vue? Eh bien, il était complètement détaché. Dès le début, j'avais ce sentiment, cette certitude même, que c'était lui. Il connaissait la famille. Nous avons fait appel à un pompiste qui a évalué la quantité d'essence dans le réservoir de sa DS. Il se trouve que la quantité d'essence utilisée correspondait au trajet entre Troyes et l'endroit où a été déposée la rançon. J'avais cette intime conviction de flic. Mais il n'a rien lâché, et pourtant on a tout tenté. Je ne sais pas s'il était coriace ou juste inconscient. En bref, on n'avait rien contre lui. Et quelle explication a-t-il donné? Rien, une coïncidence fortuite, il était imperturbable. Et comment a-t-il réagi quand vous avez découvert le cadavre de l'enfant? Nous l'avons attrapé alors qu'il essayait de s'enfuir. Il savait qu'il était fini. Mais en y repensant, il était impassible, comme maintenant, voyez-vous. Il n'a aucune émotion, ce gars-là. Alors nous l'avons emmené dans la chambre qu'il avait louée, et là, sur le sol, il y avait un emballage de sacs de couchage. Je me baisse, je regarde sous le lit,
Il avait là un sac de couchage à l'allure bien remplie. Je tire, je le regarde, je lui demande « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il me répond « Ça, c'est l'enfant. » Rien, aucune émotion. Au moins, on savait qu'à ce moment-là, la comédie de l'innocent outragé était terminée. Au terme de son audition, M. Henry affirme avoir joué aux cartes avec l'enfant et ne l'avoir tué qu'après. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il n'a jamais joué aux cartes avec l'enfant. J'en ai la certitude, il n'y avait aucune trace ADN de Philippe sur le jeu de cartes, ni même dans la pièce. Et puis, je pense aussi qu'il l'a tué très rapidement après l'enlèvement. Imaginez, Philippe connaissait Patrick. Ça va de soi qu'il ne pouvait pas le laisser en vie. Et puis, quel sang-froid exceptionnel! Laisser jusqu'à la mangeoire des petites chaussettes, des petites chaussures. Imaginez! Et combien d'enquêteurs ont-ils été mobilisés pour cette affaire? Ah, beaucoup. Nos collègues de Paris sont même venus nous aider, pour vous dire. Merci, Madame la Présidente. Je n'ai plus de questions. Je vous remercie. Les avocats de la défense ont-ils des questions? Une question, Madame la Présidente. Monsieur Pellegrini, avez-vous retrouvé au cours de votre enquête l'instrument qui aurait fait ces traces de strangulation sur le corps de l'enfant? Ça reste un mystère pour nous. Nous n'avons pas retrouvé l'arme du crime. Pas d'autres questions? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Pellegrini. Vous pouvez vous retirer. Merci. Alors, la Cour va désormais procéder à l'audition des autres témoins. J'appelle Madame Nicole Henry. Bonjour Madame. Madame Henry, pouvez-vous décliner votre nom, âge, profession et domicile et préciser votre lien avec l'accusé? Eh bien, je m'appelle Madame Nicole Henry, j'ai 31 ans, j'habite à Troyes. Je suis commerçante et la sœur de Patrick Henry. Très bien. Dans la mesure, compte tenu de votre lien de parenté avec l'accusé, vous êtes dispensée de prêter serment. Que souhaitez-vous dire, Madame Henry, à la Cour sur votre frère et sur les faits pour lesquels il est jugé aujourd'hui? Eh bien, je n'ai rien à dire. Enfin, je ne reconnais pas mon frère dans ces actes. Y a-t-il des questions de la part du ministère public? Non, Madame la Présidente. Des questions de la part de la défense? Qu'avez-vous ressenti en apprenant l'identité de la personne qui avait enlevé et tué Philippe? Mon Dieu, mais c'était horrible. Mon frère a tué quelqu'un, vous vous rendez compte? Et un enfant de surcroît. C'est impossible à croire, je suis tombée des nues. Patrick Henry est-il seulement votre frère, vu qu'il avait élevé et aimé comme le ferait une mère? En effet, j'ai élevé Patrick. Enfant, il était adorable, il ne faisait aucune bêtise. À l'école, certes, c'était pas fameux, il a redoublé de nombreuses classes. C'est dommage, il aurait pu faire de belles choses dans la vie. Vous savez, Patrick est un enfant d'une grande gentillesse. Il aimait énormément les enfants et... L'argent aussi, manifestement. Je vous en prie, Monsieur l'avocat général. C'était un garçon attentionné, affectueux, toujours prêt à rendre service à ses voisins ou à ses amis. Et pensez-vous que votre petit frère pourrait se comporter dignement en prison? Bien sûr. J'ai appris qu'il voyait l'aumônier de la prison. C'est une très bonne chose. Et je peux vous dire, c'est tout à fait Patrick. Madame, vous l'aimez, votre frère? Il était si bon avec nous. Et dites à la Cour que vous l'aimez. Mais oui, je l'aime. Oui, je l'aime, mon frère. Bien sûr, vous êtes sa sœur et même sa mère. Avez-vous d'autres questions? Pas d'autres questions, Madame la Présidente. Je vous remercie. Vous pouvez vous retirer ou rester dans la salle, Madame Henry. J'appelle à la barre Madame Martine Rémy. Bonjour Madame. Madame Rémy, pouvez-vous décliner votre nom, âge, profession et domicile, ainsi que préciser vos liens par rapport à l'accusé? Je m'appelle Martine Rémy, j'ai 25 ans, je ne travaille pas et j'habite à Troyes.
Je suis l'ex-petite amie de Patrick. Bien, alors la Cour va vous demander de prêter serment, de parler sans haine et sans crainte et de dire la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Avez-vous des déclarations à faire, madame? Non, à vrai dire, je suis un peu gênée d'être ici. Alors, je n'ai pas de questions à vous poser en ce qui me concerne. Monsieur l'avocat général ou madame, avez-vous des questions? Merci, Madame la Présidente. Madame, quel type de relation entreteniez-vous avec l'accusé? Je sors avec Patrick. Enfin, je sortais. C'était mon petit ami, rien de bien sérieux, mais nous passions du bon temps. Avait-il, à votre connaissance, un appétit singulier pour l'argent? Un appétit pour l'argent? Non, je ne dirais pas cela. Oui, Patrick aimait les belles choses, être bien habillé, paraître peut-être pour quelqu'un de bourgeois, je ne sais pas. Vous ne saviez pas qu'il avait volé son premier employeur dans un hôtel à la Bourboule? Vous ne saviez pas qu'il avait pris 800 € à l'un de ses collègues au Crédit Agricole? Patrick n'aimait pas parler de ce genre de choses, mais oui, il a abordé ce sujet quelquefois. Je dois avouer qu'il n'en était pas très fier. Après tout, c'est du passé tout ça. L'enquête, c'est du présent. Et l'enquête a établi que vous étiez parti en vacances quelques jours avec Patrick en Suisse. Comment s'est-il comporté pendant ce séjour? Patrick était tout à fait normal pendant ce séjour. Nous étions allés en Suisse avec un couple d'amis. Patrick était, comme à son habitude, décontracté. Nous ne pouvions pas imaginer qu'une semaine avant, il avait tué un enfant. Croyez-moi, nous ne l'imaginions pas. Il a donc fait du ski alors qu'un enfant était mort sous un lit? Si Patrick a skié, bien sûr, c'était tout l'intérêt de notre voyage. Comment s'est-il comporté lors de ce voyage? Faisait-il des observations sur cette affaire? Quels étaient ses propos? Sa position au regard des ravisseurs? Patrick a quelquefois évoqué l'enlèvement. Il disait que ceux qui avaient fait cela étaient des salauds, qu'il fallait les supprimer. Nous étions d'accord sur ce point. Après tout, il s'agissait du meurtre d'un pauvre enfant. Je ne comprends pas pourquoi Patrick a commis cet acte. Aujourd'hui que l'accusé est devant vous dans ce box, quel sentiment cet homme vous inspire? Patrick me fait peur. Je ne le reconnais pas. C'était un garçon gentil et attentionné. Alors, depuis qu'il est en détention à la maison d'arrêt, il a, paraît-il, entretenu une relation avec l'aumônier de la prison. Il semblerait s'être converti. Croyez-vous que ce repentir chrétien est sincère? Je crois, oui. Enfin, je ne sais pas. Les médias en parlent souvent et ils disent que ce sont des foutaises, tout ça, pour qu'on ait pitié de lui. Mais je crois que Patrick s'en veut terriblement. Plus de questions, Madame la Présidente. Les avocats de la défense ont-ils des questions? Oui, madame. Le rapport qu'avait Patrick Henry avec l'argent a été soulevé, mais j'aimerais que nous y attardions davantage. Vous étiez proche de Patrick Henry, et vous avez donc pu constater son immaturité, tout comme l'ont fait les expertises psychiatriques. Pensez-vous donc que quelqu'un d'immature, comme Patrick Henry, est à même de savoir gérer son argent et d'entretenir un rapport sain avec lui? Patrick immature? Je ne dirais pas cela. Ou peut-être oui. Mais c'est quelqu'un de posé. Nous n'avions pas de discussion à ce sujet. Je ne sais pas. Pour vous, ce qu'a fait Patrick Henry, c'est bien ou c'est mal? Voyons, bien sûr que c'est mal. Et comment savez-vous que c'est mal? Mais voyons, on ne tue pas quelqu'un comme ça, encore moins un pauvre enfant qui n'a rien demandé. Toute personne ayant une conscience morale sait que c'est mal.
Et je suis sûre que Patrick s'en veut terriblement et qu'il sait ce qu'il a fait. S'il n'en a pas conscience, qu'il demande que Dieu lui pardonne. En somme, vous venez de nous le dire. Vous pouvez dire que tuer un enfant, c'est mal parce que vous avez une conscience morale, c'est vous qui avez utilisé ce terme. Vous êtes capable de faire une distinction entre le bien et le mal. Mais en ce qui concerne Patrick Henry, il est incapable de faire une telle distinction. Cela a été dit par les experts. Dès lors, comment pourrait-il éprouver de la culpabilité pour quelque chose qu'il a fait, mais dont il n'avait pas mesuré la portée, et dont il ne la mesure toujours pas aujourd'hui? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à cette question. Je pense que Patrick a conscience de ce qu'il a fait. Et encore une fois, s'il n'en a pas conscience, j'espère que Dieu lui pardonne. Question ? Bien, madame, la Cour vous remercie. Vous pouvez vous retirer ou rester dans la salle. Alors, le ministère public et la Défense, ont-ils d'autres questions sur les faits ou sur la personnalité de l'accusé ? Non, madame la présidente. Pas de questions. Monsieur Henry, levez-vous. Vous avez entendu les dépositions des différents experts et témoins. Avant que la Cour ne clôture les débats pour laisser la parole au ministère public et à vos avocats, avez-vous des déclarations à faire ? Non, pas de déclaration. Bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais donner la parole maintenant aux avocats du ministère public pour leur réquisition. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, la France est en plein émoi. 12 mois se sont écoulés, mais la peine demeure inchangée face à tant de cruauté. Car oui, Mesdames et Messieurs, par un acte des plus odieux, un homme, se faisant passer pour Monsieur Tout-le-Monde, est venu ôter de ce monde la vie d'un enfant, âgé seulement de 7 ans, Philippe Bertrand. Je m'en vais alors défendre les intérêts de la société, au terme de l'article 355 du Code pénal, relatif à l'enlèvement d'enfants suivi de meurtre. Tout d'abord, reprenons les faits. C'était il y a 1 an, le mercredi 30 janvier 1976 plus exactement, alors que le petit quittait avec bonheur les bancs de l'école, par une froide journée d'hiver où s'élevaient dans l'air des effluves de fumée s'échappant des cheminées, que le petit fut enlevé. Il est alors midi. À 12h20, la sonnerie du téléphone retentit chez sa famille. À l'autre bout du fil, un homme, le ravisseur, informe Madame Bertrand qu'il retient son enfant. Ce dernier ne pourra regagner la maisonnée qu'en contrepartie d'une rançon. Quelle curieuse épée de Damoclès vacille au-dessus de la tête de cette famille modeste. 1000 francs. Voici la valeur d'un enfant pour ce cupide brigand. Qu'en est-il pour une maman quand il s'agit de sa propre chair, de son propre sang? À 18h16, la sonnerie retentit à nouveau. Cette fois-ci, c'est M. Bertrand qui répondit. À l'autre bout du fil, le ravisseur indique à M. Bertrand où déposer l'argent. Parallèlement, la police parvient à localiser l'appel. Il faut faire vite. Le temps défile. La vie du petit Philippe ne tient qu'à un fil. À 18h29, la première unité arrive à proximité. Quand soudain, surgit avec grand bruit une brigade de gendarmerie. Paniqué, le ravisseur prend la fuite. Puis, plus rien. Pendant 10 longs jours, plus de nouvelles. C'est le silence complet. L'enfant est-il toujours vivant? Est-il mort? Va-t-il bien? Voici les quelques questions qui hantent les nuits de cette famille meurtrie. Puis, un beau matin, un proche de la famille retrouve dans sa boîte aux lettres un gant appartenant à l'enfant. En son sein, un message. Faites parvenir aux parents. Ne surtout pas prévenir la police. Il en va de la vie de l'enfant. Un sordide jeu de piste s'amorce ainsi. À chaque étape, M. Bertrand retrouve un vêtement appartenant à son enfant. À chaque fois, en son sein, il contient un indice sur la prochaine piste. Il retrouve un bonnet,
un gant, une chaussette, jusqu'à sa veste. Songez-vous un instant aux questions qui tourmentent M. Bertrand. Ces vêtements présument-ils que mon enfant est bien vivant, ou au contraire, présument-ils de son trépas? Songez-vous à la perversité d'un être capable d'un tel canevas? Un être cruel, il en va de soi. Au terme de cette sordide soirée, le ravisseur parvient à s'échapper. C'est sans compter qu'un policier réussit à relever sa plaque d'immatriculation. Le véhicule appartient à un dénommé Patrick Henry, qui, malheureusement pour lui, est bien connu des services de police. Il nie tout, bien entendu, pendant les 48 heures qu'ont duré sa garde à vue. Il est crédible, on donne à ce visage juvénile le bon Dieu sans confession. Une fois relâché, il se présente aux yeux de toute la société comme un innocent injustement soupçonné. Il fait alors le tour des plateaux télévisés, comme si la multiplication des interviews pouvait le laver du sang qu'il a fait couler. Néanmoins, quelques jours plus tard, un appel anonyme contacte la police. Il informe que le sosie de M. Henry, sous un autre nom, loue une chambre dans les environs. Comme un seul homme, les forces de l'ordre se rendent sur les lieux et capturent ce gredin d'Henry. Dans la pièce, une odeur poisseuse de mort flotte dans l'air. Sous le lit, enroulé sous un tapis, gît le cadavre de l'enfant. C'est un meurtre à vous glacer le sang. Car oui, Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés, cet homme, que dis-je, ce monstre, a fini par avouer. La cruauté de cet homme n'a d'égal que sa cupidité. Loin d'être un simple agent commercial, il connaissait bien la famille. Il connaissait si bien sa proie qu'il n'eut aucun mal à le convaincre de le suivre. Il avait alors tout prévu. La chambre était d'ores et déjà réservée. Subsiste toutefois une part d'obscurité. Car, figurez-vous, ce sadique affirme ne pas avoir prémédité le meurtre. Au nom de la société, ne vous laissez pas amadouer. En effet, quel crédit accorder à la parole d'un homme qui, alors qu'il était interviewé, répondait à la question « Pensez-vous que le petit est encore en vie ?» La chose suivante « Je m'efforce de penser qu'il est en vie. Du moins, je l'espère. De tout mon cœur, le plus possible. » Voici ce que le prévenu a répondu alors que le petit Bertrand, mort étranglé, se décomposait. Ce même homme, dont la cruauté est si peu bornée, qu'à peine après l'avoir tué, partit au ski en compagnie de ses amis. Alors, je vous le redemande, pensez-vous réellement qu'il s'est contenté de séquestrer l'enfant, sans songer un seul instant à le tuer, alors que ce dernier le connaissait et que si jamais il s'échappait, il pouvait à tout moment révéler son identité? C'est sans compter que nulle empreinte n'a été retrouvée sur les poignets. Seul son cadavre l'a été. Alors, je l'affirme, la France vit dans la terreur. Dehors, c'est tout le peuple de Troie qui est en plein émoi. Il demande que justice soit faite, que cet homme perde sa tête. Ironie du sort, lui-même y est favorable. Dans cette même interview, il affirme être pour la peine capitale. Quelle fortune! N'est-ce pas l'article 355 de notre code qui dispose que l'enlèvement d'un enfant de moins de 15 ans, s'il a entraîné sa mort, est passible de la peine de mort, ou plus exactement, selon les termes 12 du même code, que tout condamné à mort aura la tête de tranchée. Dès lors, ne vous laissez pas amadouer par ce visage d'adolescent. Loin d'être innocent, ce jeune homme n'en est pas à son premier méfait. Comme je vous le disais, les forces de police connaissent bien cet homme au casier judiciaire bien fourni. À son actif, escroquerie, vol, 3 cambriolages suivis d'incendie, ainsi que les prémices du meurtre, un homicide involontaire. André Gilles nous avait avertis. La cruauté est un ressort sous tension, toujours en réserve et capable de détente foudroyante. Finalement, je souhaiterais vous laisser méditer sur ces quelques propos. Cet homme n'émeut que par une seule chose, l'appât du gain, et ce, quitte à sacrifier un bambin. Toutes ces actions ne répondent qu'à 2 finalités, s'enrichir et dépenser. Endetté jusqu'au cou, le seul débouché qu'il a trouvé afin d'alimenter sa cupidité est le débouché criminel. Dès lors, je vous demande, un tel déferlement de violence mérite-t-il notre clémence? Merci. Je vous remercie, Madame l'avocat générale. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour la poursuite des réquisitions.
Madame le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, Henri n'est qu'un loup, un génie du mal, dont seule la mort peut nous protéger. Son crime est plus abominable encore que celui de Buffet et de Bontemps. Je n'ai jamais requis une peine que comme juré, je n'aurais pu appliquer en mon âme et conscience. En raison des faits qui lui sont reprochés, je vous demande de voter la mort. Je crois à la dissuasion par la peine de mort quand il s'agit d'un crime crapuleux. Je crois surtout au devoir impérieux pour une société de protéger ses membres en prononçant une peine irrévocable. Une société n'a pas le droit de laisser se perpétuer des êtres dangereux, n'a pas le droit de mettre en danger des innocentes victimes. Si elle faisait autrement, elle engagerait sa responsabilité si d'autres actes semblables se produisaient. Sans haine, sans passion, sans faiblesse, vous appliquerez les lois de notre pays. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Madame de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, les mots que l'histoire judiciaire me commande de vous dire. Comme avocat général, je suis soumis à l'autorité de l'histoire devant laquelle je m'incline volontiers. J'ai donc fait mon devoir, mais je suis même fictivement en mesure d'invoquer à cette audience un adage. Si la plume est serve, la parole est libre. Alors, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous dirai que la peine à laquelle M. Patrick Henry échappera si vous le condamnez à mort, la réclusion perpétuelle, est une peine dont on oublie trop souvent et trop facilement qu'elle est aussi une peine cruelle et douloureuse. La mort déploie toute sa force en un instant, alors que la réclusion perpétuelle conduit à une vie entière de captivité, une vie d'esclave de la loi, une vie de pantomime administrative qui se délite dans les souffrances de la vieillesse. La guillotine tue et venge au nom de la loi archaïque du talion, mais la réclusion perpétuelle dégrade au nom de la République innocente. Nous l'oublions souvent parce que tous nous craignons la mort. Nous redoutons le jour de sa venue inéluctable. La mort ne rend jaloux ni l'honnête homme, ni le criminel. Elle égalise les destins et les conditions. Alors que seule une infime quantité de brigands ne s'épouvante à la perspective de la réclusion criminelle. La raison en est simple, c'est une peine pour spécialistes. Alors, Monsieur Patrick Henry, réjouissez-vous. Vous pourrez rencontrer dans les prochaines heures le Dieu que vous avez adopté depuis que vous êtes privé de liberté. Ce Dieu que la justice vous offre ne vous mentira pas. Il ne vous promettra ni l'insertion, ni la réinsertion. Toute chose que la République, aux mains propres, serait bien incapable de vous donner de façon satisfaisante, par manque de temps, par manque de moyens et par manque d'intérêt. En réclamant la mort à vos juges, je réclame votre vie comme le prix du crime. Mais je vous laisse votre dignité d'homme
que vous n'aurez plus à défendre jusqu'à votre dernier souffle. Je vous remercie, Monsieur l'avocat général. La parole est aux avocats de la défense. Vous allez juger celui que l'on décrit comme le dernier des derniers. Monsieur l'avocat général, tout à l'heure, a hésité à employer le mot « homme » pour le décrire. On lui nie toute forme d'humanité. Et on vous dit, dans une forme de réciprocité, que vous pourriez le juger sans humanité et le condamner à mort. À vrai dire, dans ce dossier, tout le monde veut sa tête. Le ministère public d'abord, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux, le maire de Troyes, son propre père veut sa tête. Et vous, en tant que juré, vous ne pouvez pas être hermétique à ça. Vous ne pouvez pas être hermétique à tous ceux qui, en dehors de cette cour d'assises, crient « À mort, Henri !» Et pourtant, vous allez devoir, pendant le temps de votre délibéré, respecter le serment que vous avez juré de respecter tout à l'heure, c'est-à-dire de juger celui-ci sans haine, sans crainte, sans méchanceté, de délibérer avec l'impartialité d'un homme probe et libre. Si vous faites ça, Madame le Président, si vous faites ça, Mesdames les assesseurs, si vous faites ça, Mesdames, Monsieur de la Cour, vous emporterez avec vous la réalité de ce dossier. Et la réalité de ce dossier, ce n'est pas ce que le ministère public vous a dit. Patrick Henry, il a réfléchi à l'enlèvement. Ça, c'est vrai. Mais jamais il n'a enlevé cet enfant avec l'idée de le tuer. Jamais. On vous a dit, pendant les réquisitions, qu'il y avait des zones d'ombre. Le médecin vous a dit que la cordelette, c'est probable. Le policier est convaincu de tout. Il vous a même parlé de son intime conviction de policier. Mais dans une cour d'assises, l'intime conviction, c'est pour les jurés, pas pour ceux qui doivent apporter la preuve formelle des éléments d'un dossier. Et dans ce dossier-là, personne ne peut dire à quel moment précis est mort l'enfant. Personne ne peut dire précisément ce qui a causé la strangulation. Personne ne peut venir dire que ce qu'il dit est absolument, de façon certaine, un mensonge. Ce qu'il vous dit est peut-être la vérité. Il y a encore un doute, et le doute doit lui profiter. Lui, dans son idée, on avait un enlèvement, on avait une rançon, parce qu'à l'époque, il y a quelques années, ça avait marché pour d'autres. Le petit Peugeot qui a été enlevé, la rançon, le ravisseur l'avait eu. Lui, c'est ce qu'il voulait. Il aimait l'argent, c'est vrai. Mais le meurtre, il arrivait après. Parce qu'il était désespéré, acculé. Il avait compris que les gendarmes arrivaient. L'enfant pleurait, il n'en pouvait plus. C'est pour ça qu'il commet l'irréparable. C'est ça, la réalité du dossier que vous emporterez pour délibérer. Alors pourquoi, Mesdames, Messieurs les jurés, pourquoi, Mesdames, on veut vous le faire passer pour un monstre? Parce que ce sont les mots qui ont été employés par le ministère public. Parce que ça rassure, parce que c'est plus simple de se dire que celui qui est dans le box n'est pas normal, n'est pas comme nous. Mais les experts dans ce dossier, ils sont 7 à venir dire qu'il est normal. Vous avez même un expert qui vient vous dire, Roumajon, qu'il ne présente pas actuellement un état dangereux au sens criminologique du terme. Mais évidemment, c'est plus simple d'occulter ça, de se dire que celui-ci est différent, mais il ne l'est pas. Vous n'occulterez pas ça. Vous n'occulterez pas cette part de noirceur qui existe dans nos frères d'humanité. Vous partirez délibérer avec ça. Vous partirez délibérer avec ces réquisitions. On vous demande de tuer Patrick Henry. On vous demande, à vous, juré numéro 1, à vous, juré numéro 2, à vous, juré numéro 3, à vous, juré numéro 4, à vous, juré numéro 5, à vous, juré numéro 6, à vous, juré numéro 7, à vous, juré numéro 8, à vous, juré numéro 9, juré numéro 10, juré numéro 11. C'est à vous que l'on vous demande de dire « Je veux que cet homme meure !» On vous demande de répondre à un crime par un crime. On vous demande de le prendre vivant et de le trancher en deux. C'est ça
que l'on vous demande. À vous, évidemment, qui avez bien plus l'habitude de ces procès que les jurés. On vous demande de faire ça et vous serez entièrement seul. Vous serez seul quand vous écrirez au cours du délibéré sur ces papiers votre décision. Vous serez seul quand on lui tranchera la tête. Vous serez seul quand on aura aboli la peine de mort. Vous serez seul à assumer votre décision. C'est vous qui, aujourd'hui, c'est vous qui, ce soir, si vous le condamnez à mort, le tuerez directement. Ce n'est pas la société. Ce n'est pas celui qui appuiera sur le bouton. C'est vous. C'est vous qui allez tuer Patrick Henry, celui qui est là, qui est face à vous, alors avant de délibérer. Regardez-le dans les yeux. La Cour vous remercie, maître. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, Mesdames, Monsieur de la Cour, les jurés, pardon. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 20 janvier 1977. La réponse est évidente et ma question semble absurde. Mais en êtes-vous si sûr? Lorsque se pose la question de savoir si un homme doit être tué par la justice, je n'ai pas l'impression d'être au XXe siècle, mais plutôt aux temps archaïques où la vengeance était de mise, la justice privait la règle et où la mort d'un homme devait répondre celle d'un autre homme. C'est pourtant la solution que vous proposent aujourd'hui les avocats généraux. Tuer Patrick Henry pour avoir tué Philippe Bertrand. Ce qu'on vous demande, mesdames, messieurs les jurés, ce n'est ni plus ni moins que de commettre un meurtre judiciaire. Ce qu'on vous demande, c'est de condamner à mort Patrick Henry, d'autoriser une lame tranchante, grise, froide, implacable, à couper son cou, à séparer sa tête de son corps. Ce qu'on vous demande, c'est d'ôter la vie à un homme, de ne plus jamais lui permettre de respirer. La France se targue d'être le pays des droits de l'homme, mais refuse de consacrer le plus important de tous, le droit à la vie. Nombre de nos voisins européens ont déjà aboli la peine de mort. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh bien, ils n'envoient pas leurs condamnés à mort à l'échafaud, puisque cela fait des décennies qu'ils n'ont pas tué. Mais la France, il y a encore 6 mois de cela, a envoyé un homme à l'échafaud. Mais cette France, elle est différente. Oui, en France, lorsqu'un homme est condamné à mort, il est exécuté, coupé en 2 par une guillotine. Ce n'est pas comme dans les autres pays, où les jurés condamnent à mort en sachant que le condamné ne sera pas exécuté. Vous, aujourd'hui, si vous condamnez à mort Patrick Henry, vous pouvez être certain qu'on le tuera. Mesdames, messieurs les jurés, c'est vous qui avez entre vos mains la mort ou la vie de Patrick Henry. C'est vous, et ce n'est pas la presse qui qualifie ce jeune garçon de monstre, qui crie « à mort !» Non. Ce ne sont pas non plus les avocats généraux, c'est vous. Ces avocats généraux qui, lorsqu'un homme est condamné à mort, n'assistent pas à l'exécution, contrairement aux avocats de la victime, contrairement aux avocats de l'accusé, pardon. Ils ne l'accompagnent pas non plus dans ses derniers instants de vie, et ces avocats généraux qui demandent la mort, ils ne voient pas le dernier souffle s'échapper des lèvres de l'accusé lorsque celui-ci bascule sur la guillotine. Non, c'est vous. C'est chacun d'entre vous qui avez cette responsabilité aujourd'hui. Les avocats généraux demandent la peine de mort et ils vous laissent l'entière responsabilité de la prononcer, vous seul.
Si vous condamnez Patrick Henry à mort, il n'y aura pas de cassation, parce qu'il n'y a aucun motif de cassation. Il n'y aura pas de grâce présidentielle, parce que celle de Ranucci a été refusée pour des faits tout à fait similaires. Et en somme, si vous condamnez à mort Patrick Henry, vous pouvez être certain qu'on lui ôtera la vie. Vous avez peur, je le comprends, et c'est tout à fait légitime. Mais la France, elle aussi, a peur. Et vous devez surmonter cette peur. Vous ne devez pas avoir peur de sauver la tête de cet homme qui se tient face à vous et que tous réclament. Vous ne devez pas avoir peur d'empêcher un homme vivant d'être coupé en deux par une lame tranchante qui, seule votre volonté, aura choisi de faire tomber. Vous ne devez pas avoir peur. Patrick Henry a tué un enfant, oui c'est vrai, le petit Philippe Bertrand. Mais il est toujours un homme. Un homme, certes, immature, impulsif, taiseux, mais un homme avant tout. Et plus qu'un homme, la personne que vous devez ce soir juger, c'est un petit frère, un fils, un enfant qui a grandi trop vite. Et si c'était votre frère, votre fils, qui était à sa place, que décideriez-vous? Seriez-vous aussi enclin à réclamer sa tête? Vous allez me dire que la question ne se pose pas parce que jamais votre frère ou votre fils ne commettrait un tel acte. Mais pensez-vous que Nicole, sa sœur, ou Madeleine, sa maman, ait pu un jour imaginer que Patrick allait commettre l'irréparable? Non, elle n'aurait pas pu. Sa mère me disait d'ailleurs qu'elle était atterrée, qu'elle ne comprenait toujours pas comment ce garçon si gentil, si doux, avait pu commettre une telle folie. On ne peut jamais savoir ce qui se passe dans la tête de nos proches. Jamais. Si votre frère ou votre enfant comparaissait devant une telle cour, que voudriez-vous comme sanction? La mort et la certitude de ne plus jamais revoir l'être aimé, ou la condamnation à perpétuité et la possibilité pour l'accusé de devenir meilleur? Réfléchissez-y. Patrick Henry a une famille, il n'est pas seul. Et sa famille, elle l'aime. Et lui, il aime sa famille. La décision que vous prendrez ce soir vous engagera pour le reste de votre vie. Assurez-vous d'être en accord avec elle. N'ayez pas peur et soyez courageux. Si vous épargnez la vie de Patrick Henry, vous lui offrez l'inestimable possibilité de se racheter, de devenir enfin quelqu'un de bien. Car, comme le disait Victor Hugo, tout coupable qu'il soit, l'homme a un droit sacré à devenir meilleur. La Cour vous remercie. Patrick Henry, levez-vous. Voici les questions auxquelles la Cour et les jurés vont devoir répondre au cours de leur délibéré. Patrick Henry est-il coupable de l'enlèvement de l'enfant mineur Philippe Bertrand? Patrick Henry est-il coupable d'avoir volontairement donné la mort à l'enfant Philippe Bertrand? Auparavant, conformément à la loi, Monsieur Henry, avez-vous une dernière déclaration à faire? Oui, s'il vous plaît. Je voulais vous dire que j'aimerais bien m'exprimer. Ça, tout se passe à l'intérieur de moi et j'aimerais bien le sortir, pour une fois. J'ai, pendant ces longues heures, ces longs mois, beaucoup réfléchi. Et je sais que si j'avais pleuré, on m'aurait traité de lâche. Et à l'inverse, puisque je ne dis rien, on me dit que je suis un monstre.
La vérité, c'est que j'aimerais dire quelque chose aux époux Bertrand. J'aimerais leur dire combien je suis désolé de ce qui s'est passé, combien je me déçois de ne plus pouvoir réparer ce que j'ai fait. Excusez-moi. Vous n'avez plus rien à dire ? La Cour va maintenant se retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Je vais inviter mesdames et messieurs et mesdames les jurés à nous suivre, s'il vous plaît, en salle des délibérés. L'audience est suspendue. L'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Garde, faites entrer l'accusé. Patrick Henry. Pourquoi je mets mon masque ? C'est l'habitude. Patrick Henry. La Cour, après en avoir délibéré, à la question « Patrick Henry est-il coupable de l'enlèvement de Philippe Bertrand ?» La Cour a répondu oui à la majorité des voix. À la question « Patrick Henry est-il coupable de l'enlèvement suivi du meurtre de Philippe Bertrand ?» La Cour a répondu oui à la majorité des voix. À la question « Existe-t-il des circonstances atténuantes ?» La Cour a répondu oui à la majorité des voix. En conséquence de quoi, Patrick Henry, la Cour vous reconnaît coupable du crime d'enlèvement suivi de meurtre d'un enfant mineur en la personne de Philippe Bertrand et vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Monsieur Henry, la Cour a fait preuve d'une grande mansuétude. Puissiez-vous ne pas la décevoir, nous comptons sur vous. L'audience est levée. Donc, en qualité de présidente de l'association S'éveiller et de vice-président, nous souhaitions vous remercier d'être présent ce soir. Ah oui, asseyez-vous, désolée. Désolée. Donc, nous souhaitons vous remercier de l'attention que vous nous portez et de votre fidélité sans laquelle l'association S'éveiller ne saurait s'épanouir. Et puis nous remercions également nos différents partenaires, sans qui cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Nous remercions bien évidemment la Nuit du Droit et la Cour d'appel de Rennes pour leur proposition faite de participer à cet événement. Nous remercions ensuite l'association Champ de Justice que nous accompagnons à l'occasion de cet événement justement qu'ils ont organisé pour marquer le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Nous remercions enfin le barreau rennais, le CDAD 35, l'université de Rennes 1, dont nous sommes originaires. Nous remercions enfin le conseil départemental pour l'accès au droit. Et enfin, excusez-moi aussi, les DAGO, bien sûr, l'école des avocats du Grand Ouest. Donc nous vous souhaitons une très belle soirée et on se dit à très vite pour un nouvel événement signé S'éveiller.